Bonjour, je suis Jean Galfione, bienvenue sur Athlètes mondiaux. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlètes mondiaux, le podcast 100% athlètes qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Avant de commencer, je voulais remercier toutes les personnes qui m'envoient des messages adorables sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, je suis très contente de savoir que le podcast vous plaît. Cette semaine, je reçois Jean Galfione, champion olympique du saut à la perche à Atlanta en 96 et premier français à avoir franchi 6 mètres. C'était en 99 lors des mondiaux en salle de Maebashi au Japon. Dans cet épisode, Jean nous parle de ses débuts difficiles à la perche, de sa progression ensuite jusqu'au titre olympique et aux 6 mètres, et des dernières années de sa carrière pendant lesquelles il n'a pas été épargné par les blessures. Il évoque également sa relation avec Maurice Ouvion, son entraîneur de toujours, et d'autres sujets que je vous laisse découvrir. Désolé pour les petits problèmes de son à certains moments. Bonne écoute. Bonjour Jean, bienvenue sur le podcast. Pour une fois, je vais commencer par une anecdote un peu personnelle. Je fais pas ça en général, mais je vais te raconter mon premier souvenir d'athlète. C'était un matin d'été, j'avais 10 ans, j'étais en vacances avec ma famille. Mon père, qui aimait beaucoup l'athlète, m'a dit un matin « Jean Galfione est champion olympique ». Pour être honnête, j'ai dû répondre un truc du genre « C'est formidable, mais qui est ce monsieur ?» Parce que je ne savais pas, j'avais 10 ans. Mon père n'est plus là malheureusement, mais c'est à lui que je dois ma passion de l'athlète, donc je suis très honorée d'enregistrer cet épisode aujourd'hui. Je sais qu'il aurait été très content de l'écouter. Malheureusement, il ne pourra pas l'écouter, mais je suis très contente que tu aies accepté mon invitation. Bah écoute, avec plaisir et c'est une belle histoire. Je connaissais pas beaucoup l'athlète à l'époque, mais j'ai appris à connaître depuis. Donc maintenant, ça va, je suis beaucoup plus au fait de qui tu es maintenant, heureusement. Moi, j'avais 10 ans à l'époque. Toi, quand tu avais 10 ans, t'étais quel type d'enfant? Moi, quand j'avais 10 ans, je jouais au foot. J'avais 10 ans, j'étais un enfant qui tenait pas en place, qui pouvait pas rester assis sur une chaise à l'école. Ça me faisait mal littéralement aux fesses, aux jambes, et donc j'étais plus heureux dans la cour de récréation. Et dès que je sortais de l'école, c'était des heures à passer soit sur des rollers, à faire du patin à roulettes à Paris, parce que j'habitais à Paris, aller au terrain de foot. Puis quand c'était fini, je faisais du basket. Et puis quand c'était fini, j'allais courir. Enfin voilà, j'arrêtais pas, quoi. J'avais du mal à tenir en place. Et puis il fallait qu'il y ait cette dépense physique, sinon je me sentais malheureux. Et donc ça allait un peu dans tous les sens. Ok. Et quel type de valeurs voulaient t'inculquer tes parents à l'époque? T'as reçu quel type d'éducation? Mes parents travaillaient beaucoup à cette époque, donc ils me faisaient beaucoup confiance. Ils savaient que c'était pas à l'école où j'étais le plus à l'aise, mais bon, ils me laissaient faire mon chemin, quoi. Et puis surtout, l'éducation qu'ils donnaient, c'était de faire les choses à fond, voilà, de pas s'empêcher d'exploiter le moindre de ses rêves. Jamais on me disait c'est pas possible, quoi. À la maison, il y avait jamais cette phrase-là. Donc c'est vrai que ça aide beaucoup, surtout dans des âges où moi j'étais pas à l'aise à l'école, où il y avait j'avais certains complexes parce que j'étais pas très bon et que du coup j'avais le regard des autres, etc. Donc c'était par le sport que moi j'arrivais à exister en fait. Ok. Et ta sœur faisait de l'athlète avant toi, c'est ça? C'est elle qui m'a emmené sur un stade d'athlé en effet vers les 12 ans. Je faisais donc du foot, mais c'était un peu compliqué le foot parce que c'était un sport d'équipe et moi j'avais beaucoup de mal à partager les déceptions et donc j'étais pas un super caractère, quoi. Je me battais un petit peu sur le stade et en même temps j'adorais ça, j'adorais jouer. Mais les matchs étaient souvent les week-ends. Les week-ends on n'était pas tout le temps là avec mes parents, donc du coup ça collait pas bien. Puis non, mais je revenais avec des bleus, quoi. Et puis énervé. Pourtant, je faisais partie des meilleurs du club, hein, ça marchait bien, mais bon, bah, je pense que j'avais pas un bon état d'esprit de sport co, quoi. Donc ma sœur m'a emmené sur un stade d'athlé. Pareil, moi, du moment que je me dépense, tout m'allait bien. Et sur le stade d'athlé, ça se passait pas très bien dans la mesure où bah j'avais pas de rigueur, donc je partais faire l'échauffement, puis après je courais. Je prenais un poids, j'allais lancer le poids, après j'allais faire des haies, après j'avais à peine fini de passer la ligne d'arrivée des haies, je courais à la longueur, après j'allais faire un saut en hauteur. En gros, j'emmerdais tout le monde, hein, parce qu'il y avait des ateliers et on a dû me calmer, on a dû me canaliser, enfin en gros on m'a viré. On m'a menacé de me virer parce que je foutais le bordel, quoi. Enfin, c'était pas méchant, hein, mais pour moi j'étais comme un chien fou, quoi, qui courait partout et il fallait se dépenser, donc on m'a canalisé et avec mon premier entraîneur Gérard Lanzoni au Stade Français. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des petites performances régionales parce que j'étais pas très doué au départ. Mes premiers championnats c'était en énéathlon en cadet.
J'avais déjà commencé le saut à la perche en minime, tout doucement, mais j'étais pas très bon, j'étais même nul en minime à la perche. Dès que j'ai commencé, même je crois même avant, j'ai commencé en benjamin, mais j'avais pas des super résultats parce que c'était un sport où il faut beaucoup se canaliser, de contrôle et d'analyse technique, même s'il faut beaucoup d'engagement, mais mine de rien, c'est pas instinctif comme geste au départ. Et moi, j'y arrivais pas du tout en fait. Et j'arrivais pas, et alors que dans les autres épreuves, je m'en sortais assez bien. Pas au niveau, j'étais pas le champion du monde, hein, mais j'arrivais à tirer mon épingle du jeu par rapport aux autres athlètes du club sur les haies, en saut en hauteur, au javelot, enfin un petit peu partout, quoi. Et puis à la perche, j'arrivais pas du tout. Et ça me frustrait énormément. Et c'est peut-être la première discipline ou premier sport qui m'empêchait de montrer que je pouvais exister par le sport, quoi. J'avais toujours un petit coup d'avance sur les autres, sans être spécialement doué, hein, mais au niveau vraiment de ma rue. Et du coup, comme l'école n'était pas un endroit qui me passionnait toujours, je séchais les cours, j'allais pas à l'école, et j'allais au stade à la place, et j'allais prendre les clés du gardien, je prenais 2 perches et j'allais sauter tout seul l'après-midi pour arriver à faire quelque chose. Ça me frustrait quoi, beaucoup. Et puis j'ai donc du coup plus appris à sauter un peu tout seul n'importe comment. D'ailleurs, je sautais du mauvais pied d'impulsion. Enfin, je faisais des choses qui étaient à côté de la plaque. Mais néanmoins, j'ai fini par réussir à faire quelque chose. Et à ce moment-là, il y a eu un entraîneur de ce saut à la perche qui est arrivé au Stade Français sur le stade en disant bah moi je peux entraîner un peu les perchistes, je connais un petit peu. Donc il a commencé à me regarder. Hein. Bon bah lui il saute pas du bon pied. Je sais pas trop ce qu'on va en faire. Je faisais en effet des épreuves combinées à côté avec Gérard Lanzoni. Donc c'était un peu le début de tout ça, quoi, un peu plus sérieusement. Et j'ai commencé les épreuves combinées d'un bon niveau parce que j'ai réussi à faire 4e à Championnat de France en hénéathlon. Donc ce qui commençait à être pas trop mal. Et puis au saut à la perche, il y avait Maurice Ouvion qui venait d'arriver au Stade Français comme entraîneur de saut à la perche. Et donc lui tout de suite il m'a dit bon bah viens me voir, on va commencer à regarder ça. Et donc là j'avais fait des gros progrès à son contact. Mais c'était compliqué aussi les premiers entraînements avec Maurice parce que pour moi il entraînait de l'autre côté de Paris, porte de Pantin, et moi j'ai des portes de Saint-Cloud. Quand j'allais le voir les premières fois, c'était pour mon objectif, c'était de battre ces quelques gamins qu'il avait, ces athlètes. Je n'avais pas bien compris qu'il pouvait devenir mon entraîneur. C'était un challenge, quoi. Donc, je traversais Paris en mobilette et j'allais montrer ce que je savais faire. Et alors, il se marrait parce qu'il me dit, bon, bah, faut qu'on change certains trucs. Là, le pied droit, c'est pas possible. Il se rappelle de ça. Il disait que j'avais vraiment un caractère de merde, quoi. Il me dit, oh, ça va pas être de la tarte avec celui-là. Parce que je voulais rien écouter, quoi. Vu que j'étais pas là pour prendre des conseils, mais pour les battre. Donc, petit à petit, comme je suis pas un mauvais garçon, j'avais une ambiance très copain quand même, et donc je suis devenu très copain avec les perchistes. Forcément, c'est une belle famille. Et puis Maurice, en peu de temps, on passe sous son charme d'entraîneur, quoi, parce que c'est quelqu'un qui vous considère, même tout gamin, comme un être entier, un athlète entier. Et donc il me parle comme un adulte, il me dit des choses comme un adulte, il me sort des blagues pas d'adulte, mais enfin il n'y a pas cette retenue. Maurice, c'était toujours une fluidité dans la relation, et donc ça tout de suite ça m'a mis beaucoup en confiance. C'était un fondateur un peu cette période parce qu'ils m'ont dit bon écoute viens à l'INSEP, j'entraîne aussi là-bas. Je dis mais moi je peux pas rentrer à l'INSEP, je sautais 4 mètres à l'époque, hein, donc il dit tu te débrouilles. Donc je vais à l'INSEP en mobilette et je fais le tour de l'INSEP et il n'y a pas d'entrée, quoi, il n'y a pas un passage secret, il y a rien, et il y a juste un gardien qui demande ta carte, et donc du coup je fais le tour de l'INSEP et je m'aperçois que je pouvais escalader les grilles derrière en fait. Mes premiers entraînements à l'INSEP c'était en faisant le mur. Donc je suis parti faire le mur comme ça et il m'a vu arriver sur le stade et ça le faisait beaucoup marrer parce qu'il savait bien qu'il avait fallu que je trouve une solution. Et donc j'ai commencé à faire mes premières venues à l'INSEP en trichant. Et il y a eu un stage, je crois que c'était un stage de Pâques ou de la Toussaint, je sais plus. En gros, il y avait 2 semaines, on me dit bon allez, maintenant tu viens tous les jours, on fait stage et tu viens tous les jours. Et du coup, je suis venu tous les jours. Et en l'espace de cette petite période, je suis passé de 4 mètres ou 4 mètres 10 à 4 mètres 80. Donc il m'a dit en 15 jours, j'ai jamais vu une progression comme ça, c'était incroyable. Donc il a demandé une dérogation pour que je puisse sauter au championnat de France. Alors j'avais pas fait les minima bien sûr avant. Je crois que c'était une première fois qu'il le demandait parce que voilà. Donc je suis allé au championnat de France à Liévin et je crois que j'avais fait 4e ou 5e, j'ai fait 4 mètres 60, etc. Donc c'était parti, quoi. Ensuite j'ai eu le droit à avoir ma carte pour rentrer à l'INSEP. Ensuite ça m'a permis aussi, donc j'ai progressé à la perche et ça m'a permis surtout de rentrer en sport-études à l'INSEP dans la foulée. Donc j'ai arrêté les épreuves combinées à ce moment-là. Enfin, j'ai continué à faire du décathlon un petit peu pour le plaisir, sans me préparer. C'était un peu la période charnière dans ma carrière.
Dans ton livre, tu dis, je te cite, « Dans l'âme, Maurice était plus compétiteur que moi. Il racontait qu'à l'entraînement, il songeait à ses adversaires. Moi, je n'ai jamais pu penser à mes adversaires à l'entraînement. » Même si tu disais qu'au début, tu voulais battre certains athlètes du groupe, c'était pas vraiment ça ton moteur. Non, moi, c'était exister. Souvent, je raconte, hein, quand on veut faire du très haut niveau, faut comprendre de qui on est et quelles sont ses blessures ou ses motivations, pas forcément une blessure d'ailleurs. Mais moi, mes motivations, c'était que comme j'étais un peu adolescent, enfant, un petit peu mal dans sa peau, puis je pensais que j'allais toujours être le dernier de la classe. C'était ma position, enfin, c'était ma place, je pouvais pas être ailleurs. Et j'avais un peu tous ces gros complexes quoi, d'adolescent et voire d'enfant où j'étais tellement pas sûr de moi, tellement un énorme manque de confiance que si bien je me dis mais par le sport je peux devenir, je peux peut-être trouver un métier, je peux peut-être exister en gros. Donc les autres, les adversaires, moi j'ai jamais aucune haine avec mes adversaires. J'ai appris à aimer les battre quoi. Ça c'était un truc qui était fondamental, mais parce que je sais que pour moi c'était ça me permettait de grandir en fin de compte. C'est le sentiment que j'adorais, c'était quand tu bats ton record ou tu fais un podium, t'as l'impression d'avoir de gagner 10 centimètres, de marcher en regardant les choses avec la tête plus haute et tu gagnes en confiance énorme. Et je pense que c'était la plus belle des victoires parce que battre quelqu'un pour battre quelqu'un, moi j'ai pas eu cette âme-là au départ. Après j'ai appris un petit peu parce que j'ai appris surtout que c'était pas grave de battre quelqu'un. D'ailleurs, dans mon groupe d'entraînement ensuite avec Maurice, j'avais mes copains quoi, que c'était mes meilleurs amis et on se retrouvait sur des finales de championnat de France ou voire plus haut et c'était pas grave de les battre quoi, on restait aussi potes et donc j'ai appris que c'était pas fallait dédramatiser ça et mais j'avais aucune haine. Pour moi, j'avais pas de rage du tout quoi envers mes adversaires. C'était vraiment un combat envers moi-même pour me prouver que j'étais capable non seulement d'exister, mais aussi de faire des choses. Je voulais faire des choses que personne n'avait fait, quoi, ou sortir du lot, quoi. Voilà, sortir du lot. Pour te prouver des choses à toi-même ou aussi aux autres? Aux autres, peut-être au départ. Mais quand je suis rentré ensuite à l'INSEP et que j'ai côtoyé le haut niveau, tout de suite, j'ai compris que c'était pas cette motivation-là. Faire ça pour les autres, ça marche pas, quoi. Faut faire ça pour soi, tout simplement. Après, avec toutes les raisons et toutes les histoires de chacun, hein. Et ça aussi en faisant du haut niveau et en voyageant, j'ai compris. Dans les années 90, début des années 90, quand j'allais faire des meetings, des compétitions avec des athlètes qui venaient du bloc de l'Est, ben, on n'avait pas les mêmes vies et j'allais les voir chez eux et je voyais que c'était ils avaient une autre motivation que la mienne. Pour eux, c'était de la survie mais pure quoi. Pour moi, j'ai toujours mangé à ma faim, etc. Donc ensuite, pareil, quand on partage des chambres avec des athlètes du Burundi ou Kenyan et qui t'expliquent leur vie de berger et que eux c'était leur objectif, c'est de mettre de l'argent un peu de côté pour avoir leur troupeau et faire vivre leur famille, etc. Chacun a sa vie. Alors je parle évidemment, c'est des extrêmes et des caricatures, mais ensuite chacun a son histoire, quoi, et chacun avec cette histoire doit trouver la raison pour laquelle il peut se surpasser pour lui, pour apporter quelque chose, pour se sortir peut-être d'une situation. Mais si on veut faire que pour les autres, ça va marcher un petit peu, mais c'est pas suffisant. Bah, tu t'as rien à prouver, enfin tu cherches pas à prouver quelque chose en permanence. Au début sûrement, mais une fois que tu fais du très haut niveau, c'est vraiment plus ça, quoi. Les athlètes de ton groupe dont tu parlais, c'est ceux qui sont allés aux Jeux de Séoul en 88 avec Maurice? Ouais, non, Séoul, c'était un peu au tout début, mais après, moi, je me suis entré dans un groupe où il y avait Gérald Baudouin, 5,80 m, champion d'Europe junior. Il y avait Cory Tarpening, un Américain qui avait quatrième aux Jeux à Barcelone. Il y avait Anna Anji, 5,85 qui avait fait septième aux JO, ou huitième, je sais plus. Enfin, bon, on était plusieurs garçons parmi les 10 meilleurs au monde. Et quand je suis rentré, en effet, en 88, à l'époque de Séoul, là, vraiment, c'est quand je suis rentré en sport-études à l'INSEP où je rentre avec en cadet avec une performance qui me permettait de rentrer à l'INSEP, mais j'étais pas pris en charge. Mais en 2 mois, je bats le record de France dans la foulée, donc je passe de 4,80 je crois à 5,16 m, qui me permet de rentrer dans les petits papiers de la fédération, d'être pris en charge. Et là, c'était à cette période-là, quand je rentre à l'INSEP, dans le groupe de Maurice, il y avait surtout un sauteur à la perche qui s'appelait Ferenc Salbert, qui était hongrois, naturalisé français, et qui était à 5,90, qui avait gagné les Masters de la perche, il était très bon. Et c'était la fin de la période aussi de Philippe Pouvion, le fils de Maurice, sur lequel j'ai fait quelques démonstrations, pas de concours avec lui. Mais voilà, donc c'était un peu tout de suite on met les deux pieds dans ce qui se fait le mieux au monde, alors que un an avant ou quelques mois avant, j'étais de l'autre côté de Paris, porte de Saint-Cloud, avec des athlètes de niveau régional. Donc c'est sûr que c'est notre vie. Quand c'est arrivé, c'était extraordinaire parce que là enfin je pouvais vivre de mon sport, enfin vivre, faire du sport toute la journée.
Il y avait les études, hein. Mais les études, c'était pour moi au début, c'était presque. J'avais réussi déjà à faire un dossier scolaire bien appuyé par certains profs parce que j'avais pas le niveau pour que je puisse rentrer à l'INSEP. Donc ils avaient arrangé les choses, quoi. Et puis en fait, arrivé là-bas, ça m'intéressait toujours pas du tout. Mais sauf que au bout du deuxième trimestre, ils m'ont proposé un dossier d'orientation parce que j'avais déjà 2 ans de retard quand même, hein. Et donc là, j'ai pris peur, j'ai panique bleue en me disant, mais en fait, ils vont me virer d'INSEP, quoi. Je suis trop nul, je fous rien. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai compris à quoi servaient les études d'ailleurs. Et je me suis mis à bosser que à partir de là, quoi. Je me suis mis à travailler, à étudier, à apprendre et à rattraper mon retard et ensuite à passer mon bac et faire des études après un peu supérieures. Mais néanmoins, s'il n'y avait pas eu cette prise de conscience de dire mais oui, l'école ça te sert à faire de la perche, mon grand. Donc si tu veux faire ton rêve, aller jusqu'au bout de ce que t'aimes vraiment au fond du ventre et faire du haut niveau, ben il faut que tu aussi que t'aies une tête remplie à l'école. Donc en gros, ça a été un peu ça m'a appris ça aussi beaucoup. Après c'était lancé, quoi, mais néanmoins je faisais partie des gamins qui avaient pas compris à quoi servait l'éducation, quoi, tout simplement, qui était pas adapté, j'en sais rien, mais on n'avait pas bien cerné encore enfin, moi j'avais pas cerné pourquoi il fallait avoir une tête un peu remplie et aller à l'école. Donc c'était les années 80, ouais, années 88 et cette année-là, il y avait les Jeux de Séoul en effet et Maurice était parti donc aux Jeux de Séoul avec ses athlètes, avec des entraîneurs nationaux. Il n'était pas parti, je crois, à l'époque avec Ferenc Salberg, je crois qu'il s'était blessé, il s'est tombé dans le butoir à l'entraînement, donc il s'était fait des fractures, enfin bon bref, et il m'envoie une carte de là-bas, ce que je raconte un peu, il m'envoie une carte postale de là-bas en me disant belle pensée pour toi, à toi de viser juste pour les prochains. Et en fait, c'est la première fois qu'on me parle que un jour je peux participer aux Jeux Olympiques. Pour moi, déjà rentrer à l'INSEP, mais c'était déjà vivre, exister, quoi, sortir d'une condition que je me croyais à tout jamais au fond de la classe, le dernier de la classe près de la fenêtre. Et donc d'un coup, j'étais plus ça. Et là, en plus, Maurice me parle de quoi? De Jeux Olympiques. Alors là, ça a été un peu foudroyant en me disant, mais ah bon, je suis là pour ça. Alors, j'ai le droit de penser à ça. Ça peut me concerner. Et je crois que à partir de ce moment-là, je me suis entraîné. De manière extrêmement sérieuse. Enfin, même, j'entraînais très sérieusement avant, mais alors là, je pense que j'étais à 110% à chaque séance, quoi. Chaque séance, c'était quelque chose. J'étais sorti de cette histoire un peu de survie, mais je voulais maintenant exister, comme je te disais, comme quelqu'un. Enfin, je voulais être champion. Je voulais gagner. Je voulais être le meilleur au monde. Je voulais faire des choses qu'en fait, d'un coup, Maurice me dit, bah, tu as le droit d'être le meilleur au monde, en fait. Pourquoi pas, toi? Et j'ai dit, bah, si, c'est vrai. Et j'avais resté à être convaincu que c'était possible. Donc en effet, ensuite j'ai gagné le championnat du monde junior dans la foulée, hein, c'était 90. Et puis c'était une période en même temps où il n'y avait pas des catégories espoirs, enfin il n'y avait pas de championnat d'Europe ou espoir, il n'y avait pas cette catégorie. D'ailleurs, il y avait pas, c'était que 2 années, quoi. Il y a maintenant, enfin après, il est passé à 3 années la catégorie espoir. Et donc on était de junior, on passait à senior en fait. Il n'y avait pas de transition. Et donc à partir de là, à partir de 1991, j'ai commencé à faire mes premiers meetings internationaux. 92, il y a les Jeux, je me qualifie aux Jeux à Barcelone, alors parce que j'avais vraiment énormément progressé, j'avais 5,90, 92, enfin en gros je fais plein de perfs, je crois que je bats un record d'Europe en salle, enfin des records de France, voilà, enfin donc je progresse énormément, l'entraînement paye énormément, je m'entraîne très dur, hein. Vraiment, je m'entraîne très dur, mais c'était d'un bonheur absolu parce que dans un groupe d'entraînement, on était plein de copains, parmi les meilleurs au monde. Il y avait Maurice qui dirigeait son petit monde comme un chef d'orchestre et on avait un bonheur d'aller sur ce stade. Mes études, je faisais ce qu'il fallait, voilà. Je faisais pas des études passionnantes, mais j'avais fait un BTS Action commerciale. Rien d'exceptionnel dans ce que j'apprenais, mais voilà, je jouais le jeu, quoi. Et là, c'était des années fabuleuses parce que il y avait pas un week-end où il se passait pas quelque chose à l'entraînement ou en compétition. Je tentais un record de France, je battais un record de France junior, espoir ou senior, où on se marrait, quoi. On rigolait vraiment, franchement, entre copains quand on avait 20 ans, vingtaine d'années. Donc c'était vraiment des années où on faisait pas la fête. Enfin, si, on faisait la fête, mais pas comme les autres de notre âge, quoi. C'est-à-dire que nous, à 22h, le samedi soir, à 22h30, on était motivés, on s'apprêtait, on se mettait bien, on sortait, puis en fait, on tombait de sommeil, quoi. À 23h, on rentrait se coucher parce qu'on n'y arrivait pas, quoi. Donc, on faisait pas des grosses bringues régulièrement, on en faisait, hein. Donc, c'était des années fabuleuses. En plus, on était donc dans un cocon à l'INSEP, pris en charge. Voilà, donc ça, c'est
Ça a été une transition super importante dans ma carrière. Et ensuite, il y a les Jeux de Barcelone qui sont pas très bien passés. Je maîtrisais pas tout à 100%, hein, surtout à la perche où il faut une certaine maturité, régularité pour maîtriser tous ces sauts. Moi, en fin de compte, ça faisait que 3-4 ans que je sautais en compétition et régulièrement. Donc je me suis retrouvé à faire au jeu où je pense que je manquais de maturité. Donc je suis le premier éliminé. Donc en gros, je veux dire que je fais 13e. Donc je vais pas en finale. Et là, je me fais foudroyer émotionnellement parce que c'était la première grosse déception de ma carrière en fait. L'année d'avant, j'avais été au championnat du monde à Tokyo en 91, donc mes premières sélections internationales en senior. Et où je sais plus, je crois que là j'étais en finale, mais enfin, je sais plus ce que je fais, 10e, je crois. Mais j'avais mis le premier pas dans un stade où, dans le très haut niveau, mais j'étais en apprentissage total, donc surtout un voyage au Japon, c'était incroyable. Et je me rappelle, j'ai toujours cette photo sur l'écran géant, l'écran géant est coupé en deux, d'un coup, on me voit moi à la perche, en bout de piste, et de l'autre côté, c'était Carl Lewis, qui était au 100 longueur. Et donc, on m'a donné cette photo où d'un coup, je me dis, bah, comment moi je peux être sur le même écran dans un championnat du monde à côté de Carl Lewis, quoi. Et c'était dingue, quoi. Et donc je vivais ça de cette façon quand je tombais de mon nid et là mais je suis avec les meilleurs donc c'est là ma place quoi. Et l'année d'après je me suis mis à croire que je pouvais en effet faire un truc au jeu quoi, que je faisais partie des athlètes qui pouvaient créer une surprise. Il y avait toujours évidemment il y avait Sergei Boubka hein, puis d'autres mais je faisais partie des gens qui avaient 5,90 qui pouvaient prétendre à un podium. Sauf que comme je disais, je maîtrisais pas grand chose en matière. J'avais pas assez de métier quoi pour appréhender un concours de qualification principalement. Donc voilà, donc ça se passe pas très bien. Donc énorme déception et ce qui est dommage c'est que 3 jours après il y avait le meeting de Monaco et je fais 5,80 la perf du vainqueur Maxime Tarasov. Donc en effet j'avais le potentiel de faire un podium. Bon bref c'est pas fait mais je dirais qu'à partir de cette frustration de cet échec hein, alors échec voilà tu vois, et réfléchir sur le fait que c'est un échec ou pas en tout cas faisait partie de ma construction et je sais qu'à partir de ce moment-là j'ai aussi changé de dimension dans mon comportement à l'entraînement, où je me suis beaucoup plus en main, où j'ai énormément échangé avec Maurice sur les plans d'entraînement, sur les exercices à faire, sur ce qu'on devait rajouter, ce qu'on devait tester, et du coup, je suis devenu beaucoup plus maître de ce que je faisais au stade, pas à l'entraînement. Bon après il y a eu des années enfin c'était mes belles années, hein, donc en 92, 93 c'était mon premier podium international au championnat du monde à Toronto en salle. Et qui était aussi un gros soulagement parce que quand on rate un des jeux, on se dit mais est-ce que je suis vraiment fait pour faire du très haut niveau? Est-ce que c'est ma place? Grosse remise en cause, enfin pas grosse, mais je me posais des questions. Donc je fais un podium en salle. Enfin, disons que c'est des belles années où il n'y a pas de blessure, où je m'entraîne bien et ça progresse surtout. Je bats des records de France jusqu'à 5,94. Donc dans l'absolu tout va bien, enfin même très bien. Il n'y a pas de titre majeur en senior encore, mais je commence à tourner sur le circuit international, à faire tous les meetings l'été. Et surtout, ce qui était très instructif, c'est que souvent je partais seul, ou en tout cas, Maurice nous accompagnait pas en meetings internationaux. Il considérait que ça faisait partie de l'apprentissage. Donc, je commence à faire tout le circuit des meetings tous les étés et l'hiver. Et là, c'était super instructif, c'était vachement bien. Il y a eu cette, oui, je vais te parler de ça, il y a eu cette période où je suis parti c'était bien, mais il y avait une certaine lassitude. Il y avait 22 ans. Moi, j'avais des copains qui vivaient notre vie. Moi, je regrettais absolument pas la mienne. C'était vraiment un bonheur absolu. Puis voilà, bon, j'étais entre deux, quoi, en quelque sorte. J'avais cette envie avec les jeux qui m'avait laissé un peu sur le carreau. Mais il y avait un engagement dans ma vie qui était, c'était des entraînements, c'était 2-3 entraînements par jour. C'était vraiment passionnant. C'était fatigant. Et parfois à 22 ans, il faut donner des coups de pied au cul aussi un peu. Faut essayer de se remettre, se bousculer pour continuer à avoir cette intensité, quoi. Et je me rappelle, on était parti à un championnat du monde universitaire à Buffalo. Et je fais je fais 3e, je crois, mais franchement, je saute pas haut. J'aurais dû gagner haut la main, mais parce que je suis pas trop concentré, quoi. C'était pas un championnat du monde, c'était pas des jeux, mais néanmoins c'est quand même un gros championnat. Pas vraiment investi. Et là, ça a énervé un petit peu Maurice. Il me dit, écoute, je vois bien. T'as pas la niaque comme on t'a déjà vu, quoi. T'es un petit peu à côté, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Alors je lui dis, mais non, ça va, mais je sais pas, bon, voilà, c'était entre deux. Donc je dis, ok. Alors je me rappelle, on était
on avait une escale, je crois, à Détroit pendant 5 heures, il fallait attendre un avion. Et il m'a sorti, il s'est rappelé des vieux souvenirs de préparation psychologique et on a fait un travail comme ça, ou simplement en posant des mots, en écrivant ses motivations, pourquoi on fait ça, etc. Peut-être des choses que j'avais, qui s'étaient un peu disparu, autant que je savais au tout début pourquoi je voulais faire ça. Et du coup, on a refait ce travail pendant des heures et ensuite on en a discuté et ça m'a vraiment secoué en me disant, ça m'a remis les choses en place. Et j'ai compris pourquoi j'avais cette chance de vivre cette vie et que j'avais pas encore atteint ce que je voulais et je perdais rien en réalité. Au contraire, c'était tout le reste qui me semblait fade. Je me suis remis dedans grâce à ce petit travail. Et il y avait le championnat de France le week-end qui a suivi à Annecy et là je bats le record de France. Donc à nouveau, je m'étais remis dans le bon focus de la très haute performance, quoi, où on se met pas de limite. Et donc voilà, après c'était reparti, mais il y avait, mais cette petite réflexion était bien parce que ça m'a permis de comprendre que c'est pas si simple, quoi. C'est pas juste entre être à 95% et 100%, ben ça fait toute la différence. Et tu veux faire une carrière de haut niveau, bah tu dois être à 100% et 110% à l'entraînement et tout le temps. Forcément, il y a des moments de mou, il y a des moments où c'est plus difficile, il y a des moments bah on se décourage ou on a envie d'autre chose aussi. Et ben c'est ça enfin, il faut un bon entraîneur, évidemment, c'est premier, il faut un bon plan d'entraînement, enfin tout ce qu'on sait sur quand on se concentre autour de la performance avec un bon médecin, kiné, enfin voilà, les managers. Mais il faut aussi toujours se poser cette question au fond de soi, quoi, où on est nous par rapport à ça, quoi. Est-ce qu'on n'est pas en décalage, est-ce qu'on est vraiment pile où il faut, voire un peu devant? Et si on est en décalage, c'est-à-dire qu'on se ment un petit peu parce qu'on croit qu'on est sur ce piédestal et le haut niveau nous tend les bras, mais si on n'est pas clair avec le plan qu'on a bâti, où on est par rapport à ce plan, eh ben on est à 90% et là ça marche plus. Donc voilà, ça m'a donné cette petite leçon. Donc après voilà, il y a 93, je crois que je fais 8e championnat du monde, pas super, mais enfin bon. 94, il y a des championnats d'Europe, je fais une médaille en plein air. Enfin après, en fait, on arrive en 80. Il y a des championnats du monde militaires qui passent par là. Non, c'était 95. Enfin bon, plein de choses qui se passent. Et il y a des championnats du monde qui ont lieu à Göteborg. Et à Göteborg, moi je suis pas, enfin je fais une bonne perf en début de saison, mais après je me blesse, je me fais des petites merdes, des petites blessures, enfin déchirures, des choses pas trop graves, mais qui mettent un peu de temps à guérir. Et ça revient pas bien. Et du coup, je commence à faire des meetings, mais en étant amoindri. Donc, à nouveau, je commence à être à perte de confiance. Je peux moins m'entraîner. Donc, comme je t'expliquais, bah, je m'entraîne un petit peu moins. Je passe beaucoup de temps chez mes kinés médecins et perte de confiance. Donc, en gros, j'arrive à revenir physiquement à un bon niveau, sauf que je saute 5,50. Et dès que je prends une perche plus dure, bah remonte, ça y est, je me fige. J'y arrive pas. Donc, je crois que je gagne le championnat de France avec 5,60 à la raf. Enfin, vraiment c'est des petites performances. Enfin, aujourd'hui, je serais content de les faire, on est d'accord. Mais avant les championnats du monde, moi, on se dit bon, bah voilà, où t'en es. Enfin, t'y arrives plus, quoi. Va falloir un petit peu que tu trouves du niaque quelque part. Donc, il dit je viens avec toi, on va au meeting de Monaco. Donc, je pars au meeting de Monaco et là, je fais 5,50 et dépité parce que c'était vraiment le dernier meeting avant je suis pas du monde. J'ai dit, bon bah non, je vaux rien, je suis nul. Et il me dit attends, moi ce que j'ai vu c'est que tu es en grande forme, sauf que tu cours, t'es contracté, t'as la tête dans les épaules, dès que t'as une perche un peu dure, ça y est, t'as l'impression que. Et il prend le bus, il y a un dernier meeting à Sestrières dans 2 jours. On a organisé les choses pour que je puisse être engagé. Va à Sestrières, on prend une décision après. Donc je monte en altitude à 2000 mètres et puis je pars faire le meeting de Sestrières. Et là, déclic, je fais 5,85 et surtout, je me libère. Je suis passé l'altitude ou quoi, ou simplement, une fois encore, le fait d'avoir réussi à me mettre en confiance, à montrer des images, à montrer des choses positives comme quoi j'étais en forme, j'étais fort, que ça allait, quoi. Maintenant, il fallait y croire, quoi. Donc, et là, ça s'est passé. Et donc, ensuite, je pars au championnat du monde. Göteborg, je fais des qualifs, bon, ça passe. Et en finale, je fais 3e, 5,86. Et là, bon, faut remettre le contexte. Il y avait Sergei Bubka qui gagne, 5,92. Maxime Tarasov qui fait la même perf que moi. Et ensuite, il y en avait plein d'autres qui étaient meilleurs que moi à cette époque. Il y avait Oker Brice, un Sud-Africain qui avait 6,03 m, qui était une montagne, un mec super fort. Il y avait bien sûr plein d'autres Russes. Le bloc soviétique qui venait de s'éclater quelques années avant, mais il y en avait partout des Russes ex-soviétiques, partout en Allemagne, en Biélorussie, au Kazakhstan, etc. Donc, moi, je sors un podium
podium championnat du monde. En plus, enfin, c'est toujours en athlétisme en France, il y a pas beaucoup de podiums championnat du monde, donc du coup, c'était toujours un événement, quoi. Donc, et surtout, moi, je me sors d'une situation où je me dis, mais en fin de compte, là, je comprends que c'est juste que il y a tout le travail, mais la différence, elle est au fond de son beat, quoi. Et j'arrive en conférence de presse d'après la finale avec Sergei Bouka, qui était, faut remettre aussi les choses dans son contexte, qui était c'était le king de l'époque, quoi. C'était à lui seul, il remplissait les stades et c'était une personnalité forte et il battait record du monde, sur record du monde. Enfin, c'était le personnage de l'athlétisme absolu, quoi. Au même titre que Michael Johnson, Carl Lewis, enfin des gens de son époque, quoi. Donc je me retrouve en conférence de presse à côté de lui et donc on lui pose des questions un peu à Tarasov et puis à moi et moi qui n'était pas une nature trop fanfaronnée, je lui dis non mais là je fais troisième aujourd'hui, mais l'année prochaine je suis sûr que je vais gagner. Et là je sens un regard qui se pose sur moi de Sergueï, il me regarde, il dit mais il avec un petit sourire, je dis mais il est con quoi, qu'est-ce qu'il raconte lui. Et alors ça m'a fait rigoler, ça m'a même surpris que je puisse avoir gagné cette confiance en moi comme ça. Mais il n'empêche que j'étais prêt, quoi, en fin de compte. Et tout ce qui allait se passer dans cette année de 96, dans la préparation, rien ne m'a chamboulé. Il y a eu des petites blessures, il y a des moments un peu plus difficiles, comme une saison normale, mais rien ne m'a perturbé. Et ce qui est le plus étonnant, je crois que j'ai gagné aucun meeting, mais j'ai fait podium sur tous les meetings. J'ai 2 ou 3 sur tous les meetings internationaux, Monaco, Nice, à Berlin, à Cologne, partout où je suis allé, et je crois que j'avais fait une dizaine de fois 5,80 m. Et dans cette année, il y a eu aussi un événement fondateur, on va dire une histoire, qui m'a beaucoup servi. Donc je vais te la raconter. Je pars à Moscou parce que c'était une volonté d'aller sur leur terre. Principalement, c'était là les adversaires. Il y avait aussi quelques Américains, bien sûr, Sud-Africains, il y avait d'autres pays, mais on savait que c'était quand même leur terre. Et les championnats de Moscou, c'était presque un championnat du monde. Donc je pars au meeting de Moscou avec mon manager à l'époque, je lui dis écoute, je fais le forcing, je veux y aller. Donc pas de souci, il m'accepte. Sauf que c'était un voyage de dingue. En fait, on arrive à Moscou sans visa, et mon manager me dit aucun problème, t'inquiète, on peut les acheter sur place. J'étais pas tout à fait bien renseigné parce qu'on arrive sur place, en effet, il y a un bureau pour les visas qui est ouvert 2 heures dans la journée. Nous, on arrivait à 18 heures le soir, c'était fermé. Et donc moi j'arrive avec mes perches et mon manager, je lui dis qu'est-ce qu'on fait là, et il dit bah écoute, je sais pas, il essaie même pas d'appeler parce qu'en 96, il y a pas encore les téléphones portables, ça existe hein, mais nous on en a pas, et surtout en Russie, il y en a pas du tout. Donc il appelle personne et on commence à expliquer à la douane, aux policiers de la douane, qu'on est athlète, ils voient les perches, personne parle anglais et ça dure 2 heures comme ça, et en fin de compte, ils nous demandent de nous suivre et ils nous enferment dans la prison de l'aéroport. Avec des barreaux, c'est tout en verre, mais il n'empêche que c'était du marbre au sol et un banc, et j'étais avec mon sac, mes perches, et là je dis mais là on est parti pour la nuit, quoi. Il dit mais il était furieux, il demandait un téléphone à tous les flics, aux douaniers, ils en pouvaient plus, ils lui ont donné un téléphone mais pas sans fil, quoi, un gros un peu téléphone avec en plastique, et ils lui ont filé, c'était mort de rire, ils rigolaient, téléphone. Et là, je dis bon bah ok, on va passer la nuit, et puis surtout à un moment donné, je vois dans la cellule, on va dire, il y avait un autre type qui était là avec des gros sacs. Et donc je vais le voir et lui il parlait anglais, il me dit ah vous inquiétez pas, faut pas s'inquiéter, moi ça m'arrive régulièrement. D'ici 2 jours il vous libère. J'ai dit mais non. Ah là, je m'allonge sur le marbre, mais sur toutes mes affaires du sac, j'essaie de faire un petit matelas. Enfin bon, en gros on dort pas. Et à 7 heures, ils viennent nous réveiller. Ils disent bon, ça y est, vous allez être libérés, on va vous faire votre visa, le bureau ouvre. Et donc on sort de là-dedans, on prend un taxi, on arrive à l'hôtel du meeting. Et l'hôtel du meeting, je me dis bon, alors à quelle heure est ce soir la perche? Souvent ça commence entre 18 et 20 heures, quoi. Et je lui dis je vais faire une grosse sieste pour essayer de me rattraper. Et je regarde, début du meeting, 12h30. J'ai dit mais comment ça là, il est 10 heures, quoi. Donc je monte dans la chambre, je me change, je repars directement au stade. Vraiment à la nuit blanche sur du marbre, enfin bon. Et j'arrive sur le stade, il y avait le sautoir était en place, il y avait un vent de face, et je regarde, j'avais pas mes perches. Ils avaient pas pris mes perches à l'aéroport. Elles avaient disparu. Je dis, ah putain, mais c'est parfait, quoi. Et donc, je demande une perche à un adversaire, un russe, Yegorov, qui me passe sa plus petite perche en me disant, tu vois, on prend celle-là. Bon, en gros, je pouvais rien en faire, j'arrivais même pas à sauter avec. Puis les conditions étaient dures. Je lui dis, ok, bon, bah, j'ai compris, mon voyage à Moscou, ça va être vite plié. Et ils tournent le sautoir de sens, ils le mettent avec le vent dans le dos.
bien mieux. Je pourrais peut-être essayer de faire un petit saut avec la perche qu'il m'a prêté. Première barre à 5,20 m. Et puis, moi, j'arrête de courir, quoi. J'arrête de m'échauffer, même. Je me dis, c'est bon, c'est plié. Et là, je vois mes perches qui arrivent. Mon étui qui arrive avec le mec qui les porte, qui les pose à côté. Je dis bon, bah alors on m'appelle 5,20 m, premier essai. Vraiment, j'essaie de me réchauffer, de courir, de me mettre dans le truc. Et je passe au deuxième essai, 5,20. Ah bah voilà la belle histoire. Quand je vais raconter ça, ce qui m'est arrivé, j'ai pas fait zéro, je m'en sors avec une barre franchie. Vraiment, j'avais le sourire, j'étais détendu. Hein. Et puis 5,40, je passe. 5,60, je passe. 5,80, je passe. Et 5,90. Et je fais égalité avec Boubka en fait. Et en battant tous les autres. Je crois que non, je crois qu'il doit me battre aux essais. Mais enfin, et là, tous ils me regardaient et ils sont venus me voir. Enfin, j'avais marqué un coup psychologique. Et après, d'ailleurs, je lisais parfois dans la presse quand certains leur demandaient des pronostics pour les jeux, ils disaient il faudra faire attention à l'imprévisible Galfion. Donc et ça m'avait boosté, et puis surtout ça m'avait fait comprendre un truc, c'est que j'étais devenu très athlète, c'est-à-dire que si j'avais pas mon petit massage, ma sieste, si j'avais pas mangé de manière équilibrée, je pensais que j'étais en déficit, que ça allait pas bien se passer. Et puis en fin de compte, là, je fais une nuit blanche, je vais dormir sur le marbre au froid, pas manger, pas d'échauffement, etc. Et je me dis, en réalité, on a des ressources, quoi, et puis voire peut-être mieux dans ce moment-là, parce qu'on active l'instinct de survie sportif. Hein. Donc ça m'a énormément servi dans la mesure où je me dis après, quand j'avais des petites douleurs ou des petites informations qui n'étaient pas dans le bon sens, je me dis au contraire, c'est peut-être ça qui va faire que ça va bien se passer. Et surtout en championnat, on a un peu plus d'adrénaline. Donc voilà, ensuite les jeux arrivent à grands pas. J'étais prêt quoi en fait, voilà, j'étais prêt à me retrouver sur la première marche du podium parce que je l'avais dit un an avant et que toute cette saison avait été super quoi. Donc je me qualifie vraiment très facilement et puis ensuite en finale, je crois que j'ai un saut où justement je perds un peu je deviens un peu plus spectateur quoi. Je me dis merde, je suis au jeu, on s'est regardé à droite, à gauche. Enfin, je redeviens un athlète qui se pose des questions, qui cherche et je rate mon premier saut à 5,80 et là ça me fait une claque. Il dit, ben non, là, tu repars dans un truc, t'as travaillé pour plus être ça. Et je me remets dedans, vraiment, et là, je refais ensuite le concours, qu'on connaît parfait, avec des super sensations, avec le sentiment, souvent, j'ai bien aimé de raconter ça, parce que le sentiment que mes pieds ne touchaient plus le sol, quoi, devant sur un tapis volant au-dessus du sol. Enfin, j'avais plus de sensation de sol sous mes pieds. Donc, je me concentrais que sur la vitesse, l'explosivité, le geste, la vitesse des bras, enfin, toute la technique. Et donc, je fais 5,92, le record olympique. Alors, Boubka n'était pas qualifié en finale. Il y avait tous les autres. Hein. Et cette année-là, il y avait des perchis qui avaient sauté plus de 6 mètres. Il y en avait 3 ou 4. Moi, je crois que j'avais fait 5,92 ou 13 au mieux. J'étais pas parmi, je crois que j'étais 6e quoi, au bilan. Donc, je gagne avec une petite surprise, pour certains en tout cas, mais avec le record olympique, donc avec toute la légitimité de dire, voilà. Et avec un super concours tactique, enfin bon, un super moment dans ma carrière. Qu'on fête avec des copains. Je prends conscience dans ce moment-là que veut dire une médaille olympique parce que il y avait une telle fête, un engouement autour de le soir. On s'est retrouvé dans un restaurant avec tous les athlètes. Et puis c'était la fin en plus. L'athlète est à la fin et la perche est à la fin. Donc on s'est retrouvé dans un bar tenu par un Français à Atlanta et il y avait la fanfare, il y avait le ministre, il y avait tout le monde en pleurs, tout le monde était ivre, hein, mais tout le monde était heureux quoi. Parce qu'en plus la France faisait un super résultat d'ensemble. Il y a Marie-Jo qui avait fait 2 médailles d'or, Patricia Gérard une médaille de bronze, donc c'était super pour l'athlète aussi, c'était un des meilleurs résultats pour l'athlète. Et t'as pu savourer quand même? On a le temps de savourer dans ces moments-là? Honnêtement, cette petite fête à la fille était savoureuse, hein. Mais tout ce qui a suivi, et puis si le lendemain, moi je suis allé faire une séance aérobie, parce que j'avais des meetings qui arrivaient derrière, et je me dis tiens, j'ai pas dormi, j'ai un peu bu, je suis allé faire des séances, je crois que je vais faire des 400 mètres ou des 600 mètres pour me laver, et puis à la fois peut-être aussi pour me remettre les pieds dans le travail pour pas me perdre tout de suite. Et j'ai dit non, il y a encore des meetings. Tout. J'avais peur un petit peu que ça m'échappe puisque c'était toute la journée le téléphone, enfin les sollicitations arrivaient avec des invitations sur tous les plateaux de télé, sportifs et pas sportifs, parce que c'est les jeux, c'est comme ça. Et donc voilà, il a fallu gérer et jongler justement avec cette volonté de continuer à faire du très haut niveau, s'entraîner, faire des perfs et puis les sollicitations. Et ça a été pendant presque une année non-stop. Hein. Ça n'a pas été toujours simple parce qu'on était sur un piédestal
toute la journée ou le soir quand on me fait des récompenses, je sais même pas de quoi. Mais par contre à l'entraînement, il fallait accepter de retourner dans le dur, s'entraîner où on va jusqu'à se faire vomir, où on a mal, j'y arrivais mais c'était compliqué quoi. Je pense que j'étais pas, c'était perturbant quoi. L'hiver qui suit était pas super. En plus, je casse toutes mes perches qui prennent des chocs et je les casse à l'entraînement. Donc après, il a fallu retrouver tout du matériel que je trouvais plus les sensations sur le nouveau matériel qu'on me fournissait. Donc c'était devenu un peu bizarre. La suite sportivement était compliquée. Après évidemment, il fallait apprendre à gérer cette nouvelle reconnaissance. Surtout une période où on mettait beaucoup les sportifs dans plein de pubs, dans plein d'endroits. C'est moins maintenant, mais avec, je sais pas si tu te rappelles de l'époque, David Douillet, on verra toutes les pubs, et Marie-Jo, moi on me sollicitait beaucoup. Donc il y a plein de trucs que j'ai pas fait, que j'ai refusé, mais j'en ai fait quand même. Donc il fallait aussi gérer, quoi. Voilà, c'était une période de transition qui était pas simple, une année compliquée, où après il y a eu les championnats du monde qui sont arrivés, où je casse des perches durant, je crois, les qualifs ou les finales, je sais plus. Enfin, en gros, j'y arrive pas, quoi. Et on se retrouve avec Maurice au Vion juste en sortant de du stade à Athènes, comme si toute cette effervescence, la page tourne. Et d'un coup, on retourne au bas de l'affiche, avec toute l'émotion que ça représente de la défaite, mais également dire, c'était lourd à gérer tout ça, quoi. Hein. Donc je me rappelle, on se retombe un peu en pleurant dans les bras de nervosité et on se dit bon bah c'est la vie, hein, c'est comme ça. Et puis après derrière, voilà, je repars dans ma carrière à reposer de bonnes questions sur l'entraînement, ce qu'il fallait sur le quoi il fallait que je réinvestisse dans quel exercice, dans quel matériel. Donc je trouve une nouvelle marque de perche qui me convient très bien. Et donc après à nouveau ça c'est une bonne super phase de période de progression. Jusqu'au 6 mètres, quoi, au championnat du monde en salle. Et puis je prends de la maturité aussi, quoi. Donc il y a une meilleure gestion. Je crois que je refais des podiums, un championnat d'Europe, des choses comme ça. Championnat du monde en salle, 6 mètres, hein, et champion du monde. Donc c'était la barre qui me manquait. Je pense que si j'avais pas fait 6 mètres, c'est sûr ça aurait été un peu frustrant. Quelques jours avant, j'avais fait 5,95, un record de France à Dunkerque. Super souvenir. Enfin bref, voilà. Donc il y a ces 6 mètres qui sont vraiment une sorte de consécration sportive, on va dire. Et puis c'était un championnat du monde où il y avait tous les meilleurs. Hein, donc et puis 6 mètres à l'époque, je crois que j'étais le 3e au monde à le faire en salle. Hein. En plein air, c'était 6e, je crois. Donc c'était une barre qui sortait du lot. Puis voilà quoi, c'était les périodes top 99 et puis 99, donc j'étais toujours champion olympique sortant. 2000 arrive à grands pas avec les Jeux olympiques de Sydney. Je vais gagner physiquement, je prenais des perches plus dures et il y a les championnats du monde qui arrivent à Séville. C'était là où je pense que j'étais le plus fort de ma carrière. À l'échauffement, je prends mes perches les plus dures. Je passe des fils à 5,70, 5,80, ce qui m'arrive jamais à l'échauffement parce que souvent je me tentais de régler mes marques. Je prenais pas les mêmes perches, j'y arrivais pas. Enfin. Et là, tout passe. Et je me dis bon, là aujourd'hui, je pense que ça va être une journée de dingue, quoi. Et je fais 0. Enfin, je passe les qualifications, mais en finale, je tombe 3 fois sur la barre en fait. Un coup trop près, un coup trop loin, un coup une rafale de vent. Et là, je pense que c'était ma plus grosse déception de ma carrière. J'en avais les larmes aux yeux de rage, de frustration et je trouvais pas ça normal, quoi. Enfin, je trouve ça injuste. Hein. Mais j'étais inconsolable. Et si bien que je sors de ces championnats du monde, donc été 99, en me disant, ok, alors là, j'ai pris une claque. Je crois que j'avais battu un record de France 5,97. Non, 5,98, ouais, j'ai fait 2 records de France, donc je progressais, enfin, ça commençait à aller très haut. Et je me dis, ok, je vais mettre le maxi, je vais gagner en puissance, quoi. Peut-être que je suis pas encore assez fort. Ça marchait bien les dernières années, les derniers mois, donc je fais un énorme travail. Super travail aux Antilles notamment, des super stages. Tout allait bien, hein, je rentre de France en me disant ok, maintenant la saison va démarrer, je vais la démarrer tranquillement, je vais faire les interclubs, premier tour interclub du mois de mai, et en sautant je me fais un pneumothorax. En sautant j'ai mon poumon en fait qui se décolle de la plaie, pneumothorax, quoi. Et moi je sais pas que c'est ça, donc je continue le concours, mais j'arrive plus à trop respirer, enfin, je tousse, quoi. et je continue à sauter. Alors évidemment j'étais un peu gêné, donc une petite perf moyenne, je sais plus combien, 5,50, mais enfin bon, c'était un interclub, c'était très bien. Puis surtout je rentre en voiture le soir, j'y arrivais plus, quoi. Je rentre chez moi, première heure, j'appelle le médecin. Je lui explique, il me dit vite tu fonces à Salpêtrière, donc je prends la voiture, je vais à Salpêtrière,
Et d'ailleurs, je me rappelle parce que la police m'a arrêté sur la route. Et j'ai dit, mais attendez, là, il faut que j'aille aux urgences. Il dit, ah ouais, c'est ok, ouais, mais non, c'est parce que j'ai eu votre plaque d'immatriculation, vous êtes en 29 Finistère, et moi aussi, je suis de Finistère, c'est hyper sympa. J'ai dit, d'accord, ok, on continuera la conversation un peu après, parce que moi, je crois qu'il y a un problème. Et je monte, en effet, on fait l'examen, et en fait, je marchais que sur un poumon. L'autre, le fait d'avoir insisté, était vraiment tombé complètement. Donc, on m'a opéré. Et ça a été 15 jours à l'hôpital. On me colle tout ça, des drains, tout ça. Et puis quand je sors, je me dis, 15 jours sans rien faire, quand t'es en pleine bourre, c'est compliqué physiquement. Et surtout que je pouvais plus me servir du haut du corps. Tout était amoché. Enfin, je pouvais plus faire de muscu. Et donc, je me dis, bon, je vais reprendre doucement l'entraînement. Mais clairement, je me dis, il faut aussi que je prenne le temps. Les Jeux Olympiques, c'était fin septembre en Australie. Et j'ai le temps, quoi, en fin de compte. Juin, juillet, août, septembre, j'ai le temps. J'ai appelé le DTN de l'époque et je lui ai dit, écoute, voilà ce qui m'est arrivé. Déjà, j'étais qualifié sur mes performances de l'hiver. Je lui ai dit, qu'est-ce que je fais, mais j'ai besoin de prendre le temps pour revenir parce que les critères de qualification étaient assez exigeants. C'était faire 5,90 ou alors et faire 3 meetings obligatoires une perf dans les 3 meetings obligatoires. Enfin, il y avait des règles comme ça. Et je lui dis, voilà, la perche, il n'y a pas de, on sera probablement pas 3 au jeu, vu le niveau. Maintenant, s'il y en a 3 autres que moi qui font les minima, je perds ma place, mais je prenais pas trop de risques. Enfin, on sait qu'il pouvait pas un miracle non plus. Donc je lui dis, mais par contre, protège-moi jusqu'en août, pour que je puisse le temps de me guérir, de reprendre doucement, qu'il n'y ait pas de complications et qu'ensuite ça se fasse. Et il me dit, ah non, 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 c'est la règle pour tout le monde. Tu dois sauter au meeting, le meeting notamment de Dijon qui était fin juin, je crois, ou mi-juin, un mois après. Et tu dois faire les minima là, et voilà, ou au Cheval de France. Et très bien, donc j'ai repris l'entraînement en fait rapidement en faisant du sprint, en courant, et j'avais encore l'effet de l'anesthésie. Je me rappelle, je tombais dans les pommes sur le stade. Et résultat, ce qui devait être arrivé, il y avait mes zones de faiblesse qui ont été souvent mes tendons d'Achille, ces petites douleurs que j'arrivais à gérer, c'était pas trop méchant. Là, ces douleurs ont commencé à s'installer fortement. Et jusqu'à ce que ce soit des tendinites mais monstrueuses, et puis en plus je me mettais une telle pression que j'en rajoutais, je forçais dessus. Donc j'arrive au meeting de Dijon, je fais 5,80, j'arrive quoi à faire les minima. Et mais derrière je marchais plus, je mettais un pied devant l'autre, je mettais le matin, avant de pouvoir marcher, je mettais 3 quarts d'heure, je m'appuyais sur les murs, je m'appuyais, j'avais hyper mal. Et puis parfois ça a passé pendant une petite semaine, donc j'arrive à me réentraîner, mais en gros j'étais en train de régresser. Mais je m'accrochais, je suis allé faire, je crois que je suis allé gagner le meeting d'Oslo. Et franchement, je sais plus ce que j'avais fait. Bref, en tout cas, je pars et juste le dernier mois qui précède le départ pour Sydney, on me dit, écoute, enfin moi avec Maurice, j'ai dit, bon ça sert à rien quoi, t'es nul. Enfin vraiment, j'arrivais plus quoi, j'arrivais plus à marcher. Une séance sur 2, je pouvais pas la faire. Quand je faisais un concours, hormis les 2 petits exploits, là je faisais 5,50, 5,60, enfin ça ressemblait plus à rien. Et puis surtout j'avais mal le lendemain, enfin j'avais super mal. Donc je dis je vais pas, ça sert à rien quoi, je vais pas y aller. Donc on commence à annoncer à la fédération. Et là, on m'a envoyé David Douillet sur stade pour me convaincre de venir. Il dit, mais tu verras, pendant un mois, on sera avant en stage là-bas, il y aura tous les meilleurs médecins du sport en France qu'on a, les meilleurs kinés, ils vont te soigner, ça, faut que tu tentes le coup. Je dis, il a peut-être raison, c'est vrai, il y a encore une carte à jouer. Donc on part en stage à Sydney, un mois avant le concours. Et en fait, je galère, on me soigne pas. Plus ça va, plus on me fait des infiltrations dans le tendon. Enfin, d'abord autour, puis après on attaquait dedans. J'avais hyper mal, j'arrivais pas. Et du coup, je suis arrivé à Sydney, au concours de qualification. Il y avait le vent dans le dos, c'était de super conditions au départ. Donc je fais les 2 premières barres, courant sur des œufs tout doucement, avec une petite perche, en travaillant que sur la technique. Et il restait qu'une barre pour se qualifier pour la finale. Et je me dis, tiens, mais je vais y arriver en finale. Et je me dis, mais là, ça sera quand même un hold-up. Hein. Et là, donc, le vent tourne, les conditions changent. Et là, je me crie, je commence à forcer un peu plus. Et là, cling, cling, les 2 tendons raides. Donc ça s'est réglé comme ça. Et autant les Jeux à Sydney, comme j'étais champion olympique sortant, je me rappelle, on était parti en première classe pour pas être fatigué, que le retour, on est rentré en écho. C'est terminé. Et donc c'était c'était pas dur parce que vraiment j'étais touché dans mon intégrité physique et comme jamais. Et puis surtout les 2 années qu'on suivit, parce que
On me disait non, c'est pas suffisant pour opérer, trouve des moyens de se soigner. Donc j'ai passé des heures avec toutes les techniques de kiné imaginables, et surtout je pouvais plus m'entraîner. Donc j'ai régressé, j'ai atteint un niveau junior, je pense. Je faisais 5,20 m à fond. Et aussi, c'était une période où Maurice Ouvion a arrêté. Il est parti en retraite. C'était la fin de sa carrière. Donc, je me suis retrouvé un peu tout seul à galérer avec mes tendons, avec mes perfs nuls, à faire un peu pitié à tout le monde. Tout le monde disait, il devrait arrêter, grand champion comme ça, c'est ridicule. Enfin, et moi, je me disais, non, non, je veux pas arrêter parce que je peux pas arrêter comme ça, quoi. Avec tout ce que la perche m'a apporté dans ma vie d'homme, je me dis si je m'arrête parce que sur blessure, je pense que je serai triste toute ma vie. Et je vais aller jusqu'au bout, je peux encore, j'avais encore des partenaires qui me soutenaient, donc je pouvais vivre encore de ça. Et donc j'ai continué à l'entraîner, et puis au bout de 2 ans, je me dis bon bah j'y arrive pas. Enfin, c'est de pire en pire. Maurice est revenu m'accompagner. Il me dit bon, je sors de ma retraite, je viens t'aider parce que là, je vois que ça va pas. Et j'appelle le manager, je m'appelle le manager de Sergei Bubka pour qu'il me donne l'adresse du Finlandais qui avait opéré Sergei justement des problèmes de tendons aussi. Il me donne l'adresse, j'appelle, on commence à organiser l'opération en Finlande. Et puis avant de partir, je vais voir le professeur Saillant qui m'avait vu 2 ans avant. C'est lui qui m'a dit écoute, on peut pas opérer, c'est pas assez grave. Et donc je reviens avec des nouveaux voilà, on refait des fichiers, des échographies, IRM, il dit mais attends, non, ça a évolué, la technique que tu me parles, bien sûr que je la connais, j'ai déjà pratiqué, pas la peine d'aller en Finlande, là oui peut-être, ok, ça justifie de le faire. Je dis putain, on a perdu 2 ans quoi. Donc il me fait l'opération, je lui dis de me faire les deux en même temps, les deux tendons, j'en ai déjà assez perdu de temps. Et à partir de là, je reprends l'entraînement en sortant assez rapidement, enfin rapidement. Je perds pas de temps quoi. Et 2003, je reprends l'entraînement. Alors là, c'était dur. J'ai perdu toutes les sensations de pied au sol et il se passait plus rien, toute l'élasticité. Plus moi, c'était ma force de rebondir, de mettre beaucoup de pieds sur le tartan. Et là, il y avait plus rien. Donc 2003, mais à la fois je savais, et c'est une année de travail pour revenir. Et 2004, je commence à revenir. Alors je rate les championnats du monde qui ont lieu à Paris, c'était la grande fête des championnats du monde. 2003, ouais. Et je les rate, mais néanmoins dans cette période où j'avais toujours besoin quand même d'alimenter mon cerveau, j'ai commencé à travailler avec un ami photographe sur des livres en fait, expositions et livres de photos de femmes athlètes. Donc on fait des expositions de photos dans Paris. En fait, toutes les athlètes de l'équipe de France, je les ai fait venir dans un petit appartement que j'avais, on a fait toute la déco dessus, on avait repeint les murs et on fait des photos un peu mystérieuses dans des mimes de gestes pour mettre la femme athlète en valeur, et ça fait un succès, et la couverture du livre est prise pour être l'affiche des championnats du monde. Et tous les fonds étaient reversés à une association, et en particulier pour un programme en Afghanistan. Donc je m'éclate à faire ça, quoi. Ça me permet vraiment de m'échapper. Je faisais mes entraînements, mais j'avais aussi autre chose à faire. 2004, je reviens, je commence à reprendre du poil de la bête, à pouvoir refaire des entraînements, à reprendre des perches un peu plus dures. Je reviens pas suffisamment à haut niveau pour me qualifier pour les Jeux. Je reviens à 5,50, 5,60. Mais par contre, dans ma carrière, je m'étais dit que j'allais aller jusqu'en 2004. Après que c'était à un moment donné, il fallait aussi s'arrêter un jour. Donc, mais je suis un peu frustré. Et dans cette même période de 2004, en voyant que c'était pas simple toujours, j'ai des copains qui m'ont appelé pour venir naviguer avec eux sur des bateaux de course. Et notamment un qui était sur les coupes de l'América. Il me dit, écoute, ils relancent des programmes, ils cherchent des athlètes, des gabarits sur des postes physiques sur le bateau. Peut-être que t'en profites, ça peut marcher. Si jamais c'est peut-être le moment pour toi, quoi, d'essayer, parce que vu comme tu galères, j'ai dit ok, ça se tente. Moi, je vais voir en tout cas. Et donc, je commence à naviguer, et au bout de quelques régates sur les poses physiques, je faisais rien de technique spécialement, mais on commence à me brancher sur deux programmes de syndicats de Coupe de l'América, et dont un qui finit par me faire des tests en l'été 2004 à Valence. Et je fais 15 jours où c'était le bagne, je comprenais pas ce que je faisais, j'avais des ampoules aux mains, les manivelles toute la journée, et je faisais aussi la préparation physique de l'équipage le matin. Et au bout de 15 jours, je leur dis bon bah écoutez, merci pour cette expérience, c'était génial, c'était un rêve pour moi de naviguer sur un bateau de course, ça m'a fait un bien fou. Il dit non, pas du tout, on trouve que tu t'es super bien démerdé, t'apprends très très vite, la préparation physique c'était un plus énorme pour l'équipage, tout le monde est d'accord. Il me propose un contrat d'embauche à partir de 2005 quoi, pour une campagne sur 2-3 ans. J'ai dit, ah bon, bah ouais, ça tombe plutôt bien, mais je leur ai dit, mais attendez, parce que moi, 2005, là, je commence à revenir, j'aurais bien voulu faire une saison de plus, pour pas rester un peu sur ma faim, je reviens, il dit, non, mais c'est bien, nous, ça nous va, tu jongles, tu t'organises ta première année. Donc, en fait, j'ai commencé à m'entraîner 15 jours à Paris,
technique perche. Et 15 jours, j'étais en Espagne où je naviguais toute la journée. Et je faisais la préparation physique, donc je faisais aussi avec les équipages. Et le soir, j'allais au stade faire du sprint, sprint long, de la muscu, mais je faisais pas de perche. Et j'ai fait ça comme ça pendant 6 mois. Et du coup, au bout de 6 mois, j'ai réussi à me qualifier, enfin 6 mois, quelques mois, à faire 6e à un championnat d'Europe en salle, de mes dernières retrouvailles avec le haut niveau. Donc je suis 6e à un championnat d'Europe, je crois que je fais 5,70 ou 5,80, je sais plus. Et puis l'été, je refais 5,80. Non, 5,75. Oui, non, tout n'était pas aussi limpide. Hein. J'ai comme galère pour revenir et j'y arrive pas vraiment. Et puis mon âge, je dis bon, les dernières chances, je vais au championnat de France national 2. Deuxième division, en me disant j'ai pas réussi à faire les minima avant le qualif, c'est pas loin, j'ai fait un peu cet hiver, mais après j'ai eu d'autres petites blessures, enfin bon bref, avec le bateau c'était trop. Et je joue au national 2 et je fais 5,75 ce jour-là, donc c'était les minima de qualification. Donc c'est encore le record de France des championnats nationaux. Et j'arrive à me qualifier au championnat du monde à Helsinki en donc 2005 où je fais rien d'extraordinaire, c'était des conditions difficiles, mais au moins je reviens au bilan mondial parmi les 15 meilleurs ou 10-15 meilleurs, je sais pas. Mais et là je me dis ça y est quoi, je pense que j'arrive au bout et enfin là je peux arrêter là. Je suis persuadé que j'aurais faire 2 ans encore et revenir à refaire un peu plus. Hein. J'aurais pas refait 6 mètres probablement, mais je pense que j'aurais pu refaire 5,80, 5,85, raccrocher un podium. Voilà. Mais néanmoins, je me dis, c'est là je suis en paix avec moi. Quoi. Je suis en paix avec mon sport, paix avec tout ce que ça m'a appris, tout ce que je t'ai raconté depuis le début, toute la raison pour laquelle je fais ça, qui était avant tout pour moi, pour me situer, pour être capable de regarder dans une glace sans avoir honte, enfin toutes cette réflexion. Et voilà, j'étais en paix. Et après, je suis parti vivre en Espagne pendant 2 ans, à naviguer, et j'ai emmené mes perches aussi. Et donc, de temps en temps, le soir, j'allais sur le stade, un petit stade qui était au milieu de la rivière, hein, et je faisais des séances tout seul, dans le stade désert. Et c'était extraordinaire, quoi. Je faisais des files à 5,40, 5,50, et c'était bon, quoi. C'était génial. Je me dis, ça c'est fini. Enfin, c'est fini. Le haut niveau, c'est fini comme ça. Je crois que après, j'ai fait une sélection encore, un jeu de la francophonie, parce que j'avais travaillé sur un programme de photos aussi là-bas. De livres, des exhibitions, des galas, des petits concours dans mon petit club breton, c'est à Bigoudin, même encore au mois de mai là. Hein, donc pour dire. Oui, t'as fait des interclubs, j'ai vu. Oui, J'ai un ami qui était sur place, qui a posté les photos sur les réseaux, j'ai vu. et ça m'a valu un tendon aussi, hein, encore. Ah, Parce que je m'y suis cru, je pense à prendre des grandes perches, prendre de l'élan. Et donc non, ça n'a pas tenu. Mais non, là c'est vraiment pour aider le club et pour s'amuser. Je m'entraîne moi plus vraiment à la perche, même plus trop du tout. Par contre, j'entraîne, et ça je suis très fier de ça, je suis très content, j'entraîne dans ce club. Donc c'est à Bigoudin maintenant depuis 4-5 ans. C'est eux qui sont venus me chercher, c'est les athlètes qui sont venus me chercher à un moment donné. Et donc depuis, je les accompagne et on a monté une école de perche. On est 30, 40 petits. Je les prends tout petits, moi, par contre. Parfois, quand j'ai des bons, je les envoie dans les pôles, quoi. À Nantes, à Paris. Ils font leur vie. Et c'est passionnant. Et j'adore. j'ai quelques petites questions pour finir. Je me demandais, les Jeux Olympiques, ça fait rêver plein d'athlètes. C'est le titre olympique, c'est l'objectif de beaucoup de gens. Quand on y arrive, est-ce qu'on a toujours les mêmes étoiles dans les yeux quand on regarde les Jeux à la télé, ou est-ce que le fait de l'avoir fait soi-même, ça fait qu'on se dit oui, au final, je l'ai fait. Est-ce que ça démystifie un peu le fait d'avoir gagné les Jeux? Non? Non, parce que déjà, quand on les gagne, on sait pas ce que ça représente. Enfin, moi, je savais pas ce que ça représentait. C'est des jeux, bien sûr, mais tu prends conscience de ce qu'est une victoire olympique quand ensuite tu rencontres des gens qui l'ont vécu, pour qui ça a fait quelque chose déjà. Et puis ensuite, dans tout ce qui entoure l'histoire olympique, enfin, toi, c'est tout ce partage de cette histoire des jeux que tu comprends que c'est pas simplement une belle compète que tu gagnes. Et donc, avant déjà, c'est déjà incroyable d'aller aux Jeux, mais après, tu t'enrichis un peu plus de l'histoire de ton sport. Et au travers les émotions que tu as provoquées et au travers les histoires qu'on te raconte, parce que c'est à ce moment-là qu'on te raconte plein de trucs en fait. Tu sais à quel point les jeux c'est particulièrement incroyable et particulièrement beau, et pas forcément les athlètes ils le savent pas encore. Ils savent que c'est un rêve de gamin, mais ils savent pas pourquoi au plus profond, que c'est quand même un moment de dingue. Et là, moi, je me suis encore plus aperçu, c'est que j'ai eu la chance de commenter 2 Jeux Olympiques pour Canal+. Et en plus, il y a eu une période où Canal mettait les moyens, enfin, il y a beaucoup d'heures d'antenne. Donc, on travaillait sur toutes les épreuves, sur tous les athlètes. Et je me suis dit, mais c'est dingue, quoi, parce qu'en fait, il n'y a pas une épreuve où il y a pas un rebondissement, où il n'y a pas déjà le favori qui est en danger, qui est compliqué ou qui rate, quoi. Il y a toujours un moment où tu t'aperçois que ce jour-là, pour une partie, la plus grande partie des athlètes en tout cas, c'est
jour de gloire. C'est là où ils sont le meilleur de leur vie ou sportive. Enfin, c'est là où ils arrivent à être la quintessence de tout, de sensations, de travail, d'investissement. Et ça crée des histoires fabuleuses. Ça crée des moments où tu as des champions qui battent le record, tu sais pas comment ils ont fait ça, ou inversement des drames parce que trop d'enjeux. Et ça crée une dramaturgie extraordinaire, d'une manière très pacifique, que avec du sport, où il y a rien d'autre qui compte. Plus personne parle religion, politique, et même à la limite, c'est presque du part indécent, et c'est petit par rapport à ce qu'on vit, quoi. Ça dure pas longtemps, c'est une explosion, et pour ça, c'est extraordinaire. Donc moi, les jeux que j'ai vécu avec Canal à commenter, j'ai trouvé ça dingue, je trouvais ça extraordinaire. Donc autant dire que je suis impatient de ce qui va arriver. J'imagine. En t'écoutant parler, je me rends compte de l'importance du mental à la perche, peut-être encore plus que dans les autres disciplines. Je sais pas ce que t'en penses. Ah ouais. Plus de la moitié, ça se passe dans la tête. Alors, c'est pas le mental de dire, bien sûr, de dire quelqu'un qui est fort et qui est en compétition, il a ce petit plus pour pour franchir une barre. Mais c'est l'engagement mental tout au long de l'année. Il faut être fort mentalement tout au long de l'année, à tous les entraînements. Et si t'es pas minimum à 110%, non, parfois tu ne l'es pas, mais en moyenne, ça marche pas. Parce que c'est essentiel. Et si ton comportement, ton état d'esprit fait que tu es dans ce mode, tu as déjà un pas d'avance. Et je t'ai expliqué tout à l'heure, les anecdotes, entre j'ai fait le boulot, je suis un athlète de très haut niveau, je suis concentré, et un qui est capable de donner ce supplément d'âme qui ne s'explique pas en réalité, qui fait que tu deviens un grand champion, parce que tu vas chercher des ressources psychologiques, de croyances, d'envie, de foi, je sais pas quoi, qui est lié ensuite à toi, à ton entourage, mais donc il n'y a pas de mode d'emploi. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Et oui, c'est dans la tête, c'est bien, enfin dans la tête, ce qui veut rien dire, mais c'est une façon d'être, quoi, c'est une façon de penser. Oui. Je t'ai entendu dire quelque part que tu avais peur de tes perches de compétition quand tu étais à l'entraînement. Ouais, c'est vrai, hein. Moi, typiquement, c'est très rare j'ai rarement utilisé mes perches de compétition en entraînement parce qu'elles me faisaient peur. Elles étaient trop grosses, trop dures, trop longues. Je dis, oh là là, jamais je vais réussir à plier ce truc-là, je vais me désintégrer. Donc, je sautais rarement haut à l'entraînement. C'est arrivé parfois de faire des entraînements très dirigés comme une compétition. Donc, je me préparais 2 jours psychologiquement avant pour avoir la même attitude. Et là, ça passait, à peu près. Mais sinon, non, l'entraînement, je pouvais pas. Alors que j'arrivais en compétition, je les sortais de l'étui, je me posais même pas la question et ça se tordait et je sautais avec. Mais ça veut pas dire que c'est la façon dont il faut être à chaque fois. Moi, je fonctionnais comme ça, et t'en as d'autres qui prenaient leur compète avec 2 perches, hein, la dure et la très dure. Et entraînement comme en compétition, c'était des baromètres. Il faut être en phase avec qui on est, avec ce qu'on est et comment on fonctionne en fait. Essayer de travailler quelque chose qui n'est pas fondamentalement au fond de soi, ça marche pas non plus. Il faut sublimer ce qu'on est capable d'être. Et ça, moi, j'en suis persuadé, qui était pas un athlète doué, qui était plein de doutes. Et je me dis, j'ai juste été capable d'aller chercher, grâce aussi à mon entourage, des qualités que j'avais au fond de moi, que j'ai développées, que j'ai travaillé, que je suis allé chercher. Bien guidé, j'ai été très bien guidé. Mais donc c'est pour ça que j'en suis moi persuadé que le haut niveau est accessible à beaucoup plus qu'on peut croire. Après, ça veut pas dire que c'est ce qu'il faut chercher à tout prix, parce que est-ce que c'est une normalité non plus? Enfin, quand on est très heureux et qu'on n'ait pas de blessure en soi, c'est pas une honte, hein, d'être bien, d'être heureux dans sa vie. Ouais. Donc derrière, non, mais je suis persuadé, si on trouve l'explication, on peut atteindre le haut niveau. Et que si on trouve cette explication, en plus on est plus en phase dans son contrôle, dans son analyse, on est plus honnête avec soi-même. Quand j'entraîne, je ne néglige jamais le moindre athlète qui se présente, même s'il n'y a aucune qualité première vue. Mais ils avaient quand même dû voir quelque chose chez toi, les premiers. Quand Maurice Ouvion t'a dit depuis Séoul que tu pouvais viser juste pour Barcelone, c'est qu'il avait quand même vu quelque chose. Ouais, parce que j'avais déjà énormément progressé en peu de jours. Il a vu un tempérament. J'avais une formation athlétique par le décathlon, enfin par les épreuves combinées, qui fait que j'étais assez coordonné, que j'étais assez athlétique. Mais je te dis, moi en minime, je me qualifiais pas au championnat de France. J'étais loin de là. Quand j'arrivais au championnat régional, je crois que j'allais pas plus loin que ça. Je suis pas d'Île-de-France. Donc j'avais pas des qualités comme certains peuvent avoir, c'est comme un Ladji Doucouré ou comme un Sacha Zoya, quoi. Des talents purs quand ils courent. C'est une autre histoire. Alors, mais n'empêche, je peux arriver au bout. Le comportement psychologique, c'est la même chose. Après, c'est l'histoire de chacun. Et il y en a qui vont avoir plus de facilité peut-être dans les jeunes catégories à arriver, et puis après c'est plus loin. Regarde un Renaud Lavillenie. Renaud, championnat d'Europe espoir, c'est-à-dire à moins de 23 ans, il se qualifie pas en finale, je crois qu'il fait 5,20. 2 ans après, il est à 6 mètres. Donc tu vois, juste Renaud, c'est l'exemple parfait pour dire
Si le jour où tu acceptes de te mettre ta limite, tes barreaux, tes barrières, tes repères, que tu les bloques là, ils seront bloqués à jamais. Ouais. Lui, il a jamais fonctionné comme ça. Donc, il faut lutter contre ça, c'est sûr, mais c'est très complexe. Pourquoi certains arrivent à se transcender plus que d'autres c'est écrit où, quand, comment. Voilà, et heureusement qu'on sait pas ça. Heureusement que parfois il y a des choses qui nous échappent. Par contre, ce qui est génial au jeu, c'est qu'on sait qu'on va vivre ça. On va le voir, ça. On va le voir, ces histoires. Et là, c'est la magie de l'humain, qu'un être humain est capable de faire des choses insoupçonnées à ce moment-là, qui sortent pas de nulle part non plus, hein, mais et tout dans un contexte apaisé. Hein. Est-ce qu'il y a un conseil qu'un jour quelqu'un t'a donné que t'as pas suivi et maintenant avec le recul tu te dis que t'aurais dû le suivre? C'est une bonne question, ça. On n'a jamais posé dans ce sens-là. Euh, non, moi, tu vois, il y a très peu de temps, là, j'étais avec mon entraîneur, Maurice, qui a 89 ans, donc en pleine forme. Il disait, j'assume tout. J'assume tout. Les succès, bien sûr, mais aussi les échecs, les mauvais choix. On assume et on fait avec. Donc, évidemment, il y a peut-être des choses que j'aurais dû mieux faire, mais ça veut rien dire ça, quoi. Moi, j'assume que c'était dans ma construction. Ce qui compte, c'est à la fin c'est à la fin, quoi. Voilà. Si on est capable de se regarder en face dans une glace, et moi, je suis pas fier de moi, mais je suis fier du travail que j'ai fait, que j'ai accompli, les questions et les doutes que j'ai mis en place pour y arriver. Ça a été facile, rien, c'est pas vrai. D'ailleurs, ça n'existe pas. Quelqu'un qui fait de manière très facile, qui est champion olympique de manière très facile. J'ai toujours des histoires, des contre-exemples. Néanmoins, je pense pas que ça existe. T'es pas fier de toi? Ah, de moi, de ma personne. Ah non, je suis fier de ce que j'ai réalisé. Je suis fier de ce que j'ai réussi parfois à réaliser. Non, moi je suis en doute permanent de savoir si ce que doit être fait mon lendemain. Il y a rien qui m'insupporte plus, c'est les gens qui ont un ego démesuré, qui ont une certitude absolue dans leurs propos qui va plus que l'explication ou du respect de la réflexion de l'autre. Enfin, voilà, la tolérance, tout ça. Hein. Mais néanmoins, enfin là on parle de sport. Hein. Enfin non, 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 les certitudes, non. Moi je n'ai jamais eu dans ma carrière et c'est pour ça que j'ai été bon. Le podcast s'appelle l'athlète mondial parce que ce que j'aime le plus dans l'athlète, c'est son côté universel. Ça, c'est ce que moi j'aime le plus dans l'athlète. Qu'est-ce que toi t'aimes le plus dans l'athlète? Ce que j'aime dans l'athlé, c'est que c'est un sport déjà qui existe dans tous les pays du monde et que quand toi tu es athlète ou spectateur, tu vois tous les pays du monde. En fait, je veux dire par là que c'est universel hein. Et sur notre planète, des événements de cette ampleur universelle, il y en a très peu. Moi, quand j'étais athlète et que j'ai ressenti tous ces moments passés avec des gens qui venaient pas du tout mon même milieu, même enfin en France, hein, déjà c'était une richesse absolue. Ensuite, quand tu grandis, que tu fais des compétitions internationales, tu rencontres des pays, des gens d'Europe, à nouveau tu t'enrichis, puis là quand on commence à aller un peu plus loin, c'est encore plus extraordinaire. Donc moi j'aime ce sport par son universalité, par son accessibilité aussi, même si je fais une discipline qui est peut-être moins accessible que le marathon ou que le sprint, mais néanmoins la perche existait en antiquité, hein, chacun a déjà pris un bâton pour essayer de sauter par-dessus quelque chose. Bon voilà. Donc mais j'aime bien ce sentiment et puis j'aime bien aussi le fait que ça soit un sport que ce soit 20 sports différents en fait. L'athlé, c'est 20 disciplines, mais c'est 20 sports différents, à peu de choses près. Peut-être pas 20, mais disons que c'est très varié. Chacun y trouve son compte, quel que soit son gabarit, quel que soit son attirance sur des sensations qu'il recherche dans le dépassement de soi. Et puis voilà, et puis c'est aussi un sport où on dépasse les autres, mais on se dépasse soi en premier. C'est très chiffré, c'est marqué. On peut pas trop mentir. T'as une perf, tu sais où t'en es, tu sais où tu te situes, et il n'y a pas trop de mensonges par rapport à ça. Voilà, ça j'aime bien cette idée de savoir où tu te situes et que ce soit simple à la compréhension même sur un plan mondial. Bon, je pourrais parler encore longtemps, mais je vais juste te poser une dernière question. Qu'est-ce que Maurice t'a appris humainement? Tu vois, c'est tout ce que je dis depuis tout à l'heure. Il m'a appris à être un homme quelque part, même si j'ai eu ensuite une éducation familiale qui était très belle avec mon père et ma mère. Hein. Il m'a appris le goût de l'effort, enfin, et puis surtout cet enthousiasme de vie. C'est-à-dire, si bien un truc hein, que je retiens de Maurice, c'est cette capacité à donner envie de faire de la paire, envie d'aller à l'entraînement, envie de croire en soi, quoi, envie de se surpasser. Moi, c'était pas inné en moi, quoi. Tu vois, dans tout ce que je t'ai expliqué au début, j'étais le petit garçon qui doutait au fond de la classe et jamais j'aurais pu croire en moi un jour de rentrer à l'INSEP, un jour d'être champion de quoi que ce soit. Et donc, et voilà, et je trouve que c'est le plus beau des messages.
C'est-à-dire, coûte que coûte, t'as le droit, ça doit te concerner, t'as le droit d'y aller. Pourquoi pas, quoi? Pourquoi pas toi? Et puis, fais taire ceux qui médisent, enfin, qui ont peur, quoi, surtout. Et c'était ça le message. Moi, j'ai adoré tout ce moment d'optimisme qu'il mettait dans tous les entraînements, dans toutes les conversations. Et c'était super. C'était pas, et parfois c'était trop dur, parfois il était pas sympa, parfois il y avait des défauts aussi, hein. Mais néanmoins, ça remplace tout, quoi. Puis après le haut niveau, prendre à perdre, apprendre à être déçu, et se remettre debout et continuer à avancer. Enfin, tu vois, c'est ce qu'on chaque parent essaie d'apprendre à ses enfants. Enfin, c'est les messages absolus, quoi. Donc voilà, c'était cette envie, cet enthousiasme. Pour moi, c'est le plus important de tout, quoi. T'es le deuxième à me citer la phrase «Pourquoi pas moi?» après un certain Mondo Duplantis. T'es le deuxième champion olympique de perche sur le podcast et le deuxième à me citer. Il m'a dit aussi ça, Mondo. Il m'a dit «Pourquoi pas moi? Il faut bien que quelqu'un gagne. Pourquoi ça serait pas moi?» Exactement. Et Et ça, tu l'apprends, quoi. Enfin, quelqu'un te le dit un jour. Moi, c'était Maurice, hein, mais ça peut être. Tu vois, il y a des phrases parfois qui sont fondatrices, hein, quand on est gamin. ouais. Merci beaucoup. De rien, bon montage, fais ça bien. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Jean d'avoir accepté mon invitation et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, envoyez-le à une personne à qui vous savez qu'il plaira. Une seule. Si tout le monde fait ça, ça donnera un vrai coup de pouce au podcast et c'est ça qui me permettra de continuer cette folle aventure. Vous pouvez aussi soutenir le podcast via le lien disponible dans les notes de l'épisode. Merci et à la semaine prochaine.